Qu'un qui serait passé, c'est quand même bien, voilà, hein, quelque chose comme ça. Hein. Ils savaient tous que j'avais découvert un peu le parcours. J'ai pas osé d'aller aux douches tout de suite. Hein. C'était quoi la réaction La réaction, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais après, bon, c'est comme ça. Et maintenant, ceux qui n'ont pas connu les anciens parcours, ils prennent le parcours tel qu'il est. Chaque fois qu'il y a eu un accident, une chute grave ici, le lendemain de la course, on se demandait, les journalistes souvent, faut-il conserver la tranchée d'Arambert? Je me souviens que la première année où Musseux a eu un accident grave ici, le titre des sports de Bruxelles le lendemain, faut-il trancher la tranchée, hein, le jeu de mots. Et on s'est fait attaquer violemment. Ces journalistes ne trouvaient pas avant que c'était dangereux. Alors le risque, il est inhérent à la nature de ce terrain. Notre mission, notre devoir, notre travail, c'est de les diminuer au maximum. C'est la raison pour laquelle, tu te souviens, on a commencé à protéger un côté, de sorte que les spectateurs ne viennent pas bousculer les coureurs et que les coureurs ne prennent pas le risque de glisser dans la gadoue. Voilà. Je crois qu'on navigue toujours sur le fil du rasoir. Hein. Comment faire en sorte que ça ne soit pas trop dangereux et comment faire en sorte que la course soit fidèle à son esprit, à sa légende, à ses risques. Quand on est coureur et qu'on fait Paris-Roubaix, qu'on va dans la tranchée d'Arambert, on savait où on allait. C'est ce qui fait partie de la magie du truc. À partir du moment où on essaie de tout ordonner, de tout aseptiser, on perd de l'intérêt, je trouve. À un moment donné, il y a une responsabilité du coureur qui dit bah ouais, ok, j'y vais ou j'y vais pas, c'est tout. Alors ça peut paraître, ce que je dis, ça peut paraître un peu irresponsable. Mais il y a des choses comme ça auxquelles il ne faut pas trop toucher. Attention, ne traversez pas, s'il vous plaît. Là, ils vont arriver à plus de 60 km/h pour arriver dans l'entonnoir. Regardez-les, regardez-les. Super. Ouais. 60 km/h dans la tranchée. Magnifique. Et je parie que t'en as pas reconnu, là. Aucun, mais je suis content. Je suis content. Oh les gars. Vous avez vu comment ils arrivent là? Des vrais gueules noires. Et ils sont tout noirs. Oh, le monde qu'il y a. Putain. Regarde ça, là, t'as une vue là. Du truc. Tu vois un peu? Ouais. Il y a de la casse, ouais. T'as pas de trajectoire ici. C'est eux qu'on appelle les gueules noires maintenant, c'est plus nous. Hein? Avant on était les gueules noires. Maintenant on peut plus avoir la gueule noire. Et ils nous remplacent quoi. Dans l'effort, toujours dans l'effort. Maintenant c'est vrai qu'on les voit noirs, ils sont sales, ils sont pleins de boue, ils sont tout humides, comme nous on était quand on était au fond, hein, remontés de noir, humides et puis usés. Eux ils arrivent, ils sont usés, hein, ça, plus que nous, hein, sûrement. Mais comme c'était pas souvent, nous c'était tous les jours. Hein. La poussière, ils en avalent presque autant que nous quand il pleut pas. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Pour moi, c'est aussi dur l'un que l'autre. Il n'y a pas de vainqueur. Ils sont tous vainqueurs. Le dernier, on est obligé de mettre un vainqueur, mais je dis que le dernier a autant de mérite. Autant. Je ne sais pas si vous avez vu avant la tranchée. Il y avait des coureurs, ils sont arrivés au passage des niveaux avec 7-8 minutes de retard, mais
ils ont voulu la passer, la tranchée quand même. Ils ont voulu la passer, la trouver. Il fallait. Ils ont peut-être abandonné la sortie, mais ils voulaient la passer. Et c'est ce que j'aime bien de la course. 11 hommes de tête à l'entrée du secteur pavé numéro 13. Là, les autres, ils ont dû méchamment embrayer dans Arambert. Forcing. Qui ça, lesquels Incapi et compagnie, parce que nous, on n'est pas dedans, on est là. On est avec les lotos. Tout à fait. Allez, le bison. Allez, Yann. Quand t'es dans la campagne tout seul, il te reste 80 bornes à faire. Pas bon quand même. À quand le ravito? Il en veut plus. On va arrêter. Ouais, tu peux s'arrêter. Attends, c'est pas con. Ouais. Oui. Mal. Ouais. Ouais, ça y est, non, il relève. Je vous rappelle que nous avons 8 coureurs en tête de course. Les dossards de Cassani, 8 Van Esweg, 12 Bodrogi, 33... On est derrière lui, il avance plus. Tentez d'attaquer, 86 tout seul, Sueda, là. 93 Hoffman, 102 Bonen. Les hommes de tête, Il arrête. à l'entrée. Il arrête. Attends, bon, on arrête, on n'a vu personne. 198,5. Tiens-moi. Ah, c'est pas possible ça. Tire. Tous les ans, ils travaillent, ils pensent, ils rêvent, ils préparent ce rendez-vous. Donc c'est sûr que pour eux, c'est encore une année de fichu. Attends, on va se faire. On va aller voir notre copain Christophe. Bon, Chris, t'as toute ma confiance, hein. T'as toute ma confiance. Devant le groupe Incapi, vous avancez. Pampan, il est tombé. Il a bâché. Il n'y a plus que toi, hein. Alors on va aller tranquillement au À vélodrome. la sortie de la zone 11, je vous rappelle que le groupe Musset Incapi est pointé à 1 minute. Allez, Ludovic. Allez, Ludovic. Allez, Christophe. Allez, Christophe. Continue. Allez, Christophe. Paris-Roubaix, c'est toute ma jeunesse parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas l'occasion de voyager. Donc on allait voir les coureurs, on passait nos vacances, parce qu'à cette époque-là, les équipes s'entraînaient. Elles passaient toute la semaine rue de Roubaix à Templeuve et on passait nos vacances à regarder passer Craxic, Anctil, Bobet. Donc pour nous, c'était une façon de voyager. On avait un problème, c'est entre Mont-Saint-Pével et Sizouin. On avait une zone d'une douzaine de kilomètres où il n'y avait pas de pavé. Puis on avait dit qu'il faudrait qu'on en retrouve du côté de Templeuve. En plus, Templeuve, au lieu de Paris-Roubaix, avant. Dans les années 68, parce que ça passait par là. Et il n'y avait plus de pavé. Et on s'arrête à Templeuve, il y a un moulin. Il
Il y a le fameux moulin qui était caché par une grange. Moi, je ne savais pas qu'il existait. Si, et moi, je l'avais repéré une fois comme ça, mais il y avait un chemin, alors il y avait des champs partout, puis il y avait une sorte de chemin. Et puis là, un jour, on est tombé sur une dame, Madame Farine, et chez qui j'allais avec Albert Bouvet, dans les années, quand je rentrais autour des années 80, on allait chez ces gens-là, on passait systématiquement chez eux. Comme par hasard, on a trouvé cette dame-là au moulin. Et elle a entendu la conversation, on a dit il doit y avoir un chemin quelque part. Et après, elle m'a rappelé, elle m'a dit j'ai eu ma mère qui se rappelle être passée en vélo sur un chemin en pavé à côté du moulin. Bah, je dis, si, on va le chercher. On va le chercher, je vais venir. Et un jour, on y va. Et puis on s'est mis dans l'axe du moulin. Puis on a dit, attends, on va bien. Ça doit être par là. Ça doit être par là. Et puis on a commencé à creuser. Puis on a tapé sur des pavés. Et il y en avait en dessous. Et il y en avait. Les travaux ont commencé. Donc le lendemain, quand la pelleteuse est passée, il y avait environ 30 à 40 cm de schiste et de gravier. Et 8 jours après, il s'était passé une balayeuse, les pavés étaient sortis de terre. Donc c'était comme un miracle, quoi. Et on a trouvé des pavés comme ceux-là, en l'état. Pas esquintés, rien du tout. Au contraire, même peut-être mieux protégés que ceux c'est ceux qu'on a pris pour la première fois l'année dernière. L'année dernière, ouais. Sur une, je sais pas, 500 mètres. 500 mètres. Ah, tant que ça quand même. Ah ouais, 500 mètres. Donc on a découvert 500 mètres de pavés. Et cette histoire me fait penser que je suis sûr qu'aujourd'hui, il en existe ailleurs, mais il faudrait écrire des... C'est comme si vous aviez réussi des fouilles archéologiques. Là. Voilà, exactement. Vous avez trouvé des pavés. Exactement. Mal au cœur un peu là, un petit passement au cœur comme on dit, beaucoup de préparatifs et surtout les derniers 72 heures là, donc on a travaillé en main pour essayer d'être dans le final, d'apporter sa contribution, d'avoir un résultat. Et a priori comme la moto elle est là, parce qu'à 100 km de l'arrivée déjà on ne jouait plus dans les boules et on était déjà un peu en jeu. Encore attends, on a un à l'arrivée, faut pas se plaindre. On n'a pas eu de soucis avec les vélos. Faut pas se plaindre qu'ils finissent. Hein. Non, moi j'ai eu peur surtout là. Là, il aurait pu dire les gars, j'arrête, c'est bon, on n'aurait rien eu à dire. Hein. Ouais. J'aurais pas été lui dire, tu continues. Non, c'est vrai. Vraiment. Je sais, j'y suis passé, je te dis, moi j'avais remballé les boules. À la sortie d'Arenberg, vestiaire. Plus un en course. C'était la grande équipe Renault quand même. Hein. Toi, Fignon, vainqueur du Tour et tout dedans. Hein. Ouais. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Plus un dans les boules. Non, rien. Il dit bon, on a eu tout chaud. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, et après, on a fait 1 et 2. Je te dis, moi je préfère avoir toutes les merdes la même année. On a gagné en 97, on va pas pleurer. En 97, on n'aurait jamais dû gagner. On gagne. Bon, alors... C'est bien, mon vieux Christophe. Non, mais t'as rien à te reprocher. Accroche-toi un peu. Ah, il va les mettre à 2 minutes à l'arrivée. Fini. Chapeau, rien à dire. Meilleur qui gagne. Cyril Guimard est venu à 2 ou 3 reprises lui dire allez, tu as 1 minute d'avance, à 1 minute d'avance. Il grimace, il sort la langue. Ah, il est vraiment en train de donner tout ce qu'il a dans le ventre, Marc Madiot. À Paris-Roubaix, je me suis retrouvé 4 fois pour la gagne au carrefour de l'Arbre. Au bout de 200 mètres, je savais que... Les 2 fois que j'ai gagné, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour gagner. Les 2 autres fois, je savais que j'avais pas. C'est comme un combat. Hein. J'ai un peu tendance à dire que sur les pavés, c'est un peu, c'est au couteau que ça se passe. Sur la route, c'est plus une belle bataille entre guillemets. C'est plus rangé. Sur les pavés, c'est les tranchées. C'est au couteau que ça se finit. Tout peut se jouer maintenant. Si Duclos parvient à s'accrocher à Ballerini, Oh là, il va trop vite, Ballerini. On a le mental plus fort que les autres. Et là, à ce moment-là, on y va. On ne l'a pas et
C'est étripé. Hein. Dans le final, il faut tuer. Hein. Il y a un instinct de survie quelque part. Faut pas se poser de questions. On est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire des politesses. Ça éclate devant Jean-Paul. Je sais que la deuxième fois que j'ai gagné parce que j'avais gagné une première fois. Parce que mentalement, j'étais plus fort que Ballerini. Je l'ai fait péter dans la tête. Il a gagné après. Et là, s'il l'avait déjà gagné auparavant, j'aurais eu plus de mal. Et à un moment donné, c'est un rapport de force. On sent le mec qu'on a à côté de soi. On le sent. Madio est parti, Marc Madio est parti dans un grand... C'est l'essence même de la course cycliste qui est là, quoi. Entre le contact avec le public et puis ce rapport de force qu'il y a entre les coureurs à un moment donné. Ça devient une lutte d'homme à homme. C'est ce qui fait tout l'intérêt et tout le charme de la course cycliste. Marc Madio, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madio en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Marc Madio se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Puis la dernière fois que j'ai participé à Paris-Roubaix, je suis tombé, j'ai fini à l'hôpital. J'ai dit là, c'est le destin qui te dit qu'il faut que tu t'arrêtes, c'est fini. Je me suis retrouvé à l'hôpital. La première chose que j'ai demandé, c'est de pouvoir suivre la course à la télé parce que je voulais savoir comment la course allait se terminer. Je n'étais pas du tout abattu ni déçu. J'avais bouclé la boucle. Et t'as fait rideau ce jour-là? Ouais. Et j'étais en paix avec moi-même. J'avais fait le tour de la question. J'avais réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Et puis... non, j'étais bien. J'étais sur un lit d'hôpital, mais j'étais bien. Rentrer dans le vélodrome, faire son tour d'honneur, aller à la douche, c'est une fierté de devoir terminer Paris-Roubaix, quoi. À 3 minutes ou à 15 minutes, ce qui compte, c'est mettre un honneur en traversant la ligne d'arrivée au vélodrome. Oh là 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 là, travail. Putain. Oh là là. Non, bah laisse tomber, hein, il va repartir. On va finir à pied, c'est bon. Catastrophe. Bon, au moins on sait pourquoi, on est pas dans les boules. Hein. C'est la déroute. Pas un pet d'adhérence. Hein. T'as vu comment elle est la roue? Tu peux pas appuyer là. Bah, il roule sur de la glace. Regarde le boulot. Voilà, allez, oh, putain, il va encore s'en prendre une. Et encore 100 mètres. C'est pour ça qu'elle est bandante cette course. C'était toujours sur le fil. Ah, c'est un monument, hein. C'est un monstre. Ouais, c'est ce qui fait toute l'histoire du truc. Hein. Quand tu gagnes, tout devient facile. Quand tu es derrière, ça devient une galère à tous les niveaux. On rentre sur le vélodrome. Là, à un moment donné, tu as des frissons, une chair de poule qui te monte. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça. Oh, quand le cycliste vient comme ça, en communion avec son public, on se croit dans la... Le moment le plus fort, je crois que c'est le virage quand on entre sur le vélodrome. Le virage là. Là, il y a 20-30 mètres, c'est magique. Après, on est dans le truc. Mais les 20-30 mètres d'entrée sur le vélodrome... Quand on rentre dans la Seine, ouais, comme je dis, quand on rentre dans l'arène, c'est grandiose. Je pense que c'est un peu comme les matadors qui rentrent dans une arène. Moi j'ai vécu quelque chose de grandiose, c'est que j'étais à l'entrée du vélodrome, juste au portail, même dans le boulevard avant, j'entendais le public qui scandait mon nom.
Je suis rentré ici, il y avait un tour et demi à faire. Hein. Je peux vous dire, on aurait pu me demander d'en faire 50, je les aurais fait parce que le public me portait énormément, que je ne sentais plus le mal aux jambes et j'avais oublié. La deuxième fois, c'était beaucoup plus tendu. C'est vrai que quand je suis rentré ici, de là à là, je me suis déconcentré, je dirais, à l'entrée du virage du sprint et de ce que je devais faire parce que je avais besoin d'entendre ce public qui scandait encore mon nom alors que j'étais avec Ballerini. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait faire l'effort supplémentaire pour venir garder la demi, je dirais, les 8 cm d'avance. Ballerini le surveille. Bien joué, bien vu, s'il prend la pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos à sa Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini. Victoire de Nicolas Salle. Dès l'instant où on l'a gagné une fois, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, on sait ce qui peut nous arriver, on va essayer de déjouer tous les pièges. Puis quand on part dans une course comme Paris-Roubaix, c'est là où l'expérience joue un rôle important, c'est que en général, arrivé à un certain âge, on a tout vécu, le bon comme le mauvais. Donc on sait qu'on peut tout rencontrer et qu'il faut accepter de tout rencontrer. Donc je dirais qu'avec l'âge, c'est quelque chose que l'on accepte, qu'on est bien obligé d'accepter et que l'on a, je dirais, intégré avant de prendre le départ. C'est vrai que derrière, quand on veut finir par Roubaix, il faut savoir surpasser, je dirais, 2 fois plus le mal que devant, pour moi. Le courage, on l'a d'autant plus qu'on a l'envie. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un tel public sur le bord de la route, qu'il y a une telle reconnaissance au niveau extrasportif de l'effort fait et accompli par les coureurs. Beaucoup de ces coureurs souhaitent arriver à Roubaix et puis terminer la course. Pour l'honneur d'avoir terminé, pour remercier le directeur sportif, pour remercier l'encadrement. Oui, pour dire j'ai terminé Paris-Roubaix aussi. Et c'est pour ça que tous les arrivants, à l'image de Mangin et bien d'autres, hein, quand ils passent la ligne, c'est véritablement une délivrance et un honneur aussi d'avoir terminé. C'est pour ça que c'est un vrai coureur, moi. Moi, ça m'aurait fait mal au trip de ne pas avoir un mec à l'arrivée. Je sais que c'est un risque qui existe. Comme on l'a encore vu cette année, il y a tout un tas d'aléas qu'il faut maîtriser et qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais de ne pas arriver au vélodrome, ça fait mal. Hein. Paris-Roubaix, il faut 6 mois pour s'en remettre et 6 mois pour se motiver. Donc je pense qu'on verra dans 6 mois dans quel état on sera. Mon plus beau souvenir, ouais, c'était chez les amateurs, Paris-Roubaix. Là, j'arrive en tête sur le vélodrome avec 50 mètres d'avance. C'était quelque chose, j'espère, et je rêve d'y arriver un jour pour la gagne. Celui qui ne rêve pas à Paris-Roubaix, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Ou à bout autour, s'il ne rêve pas, je pense que Marc est plus à répondre. Un coureur qui ne rêve plus n'est plus un coureur. Hein. Non. S'il n'y a plus le rêve quand on fait ce métier-là, faut arrêter tout de suite. Hein. Tout de suite. Si c'est que uniquement pour la paye, il faut arrêter tout de suite. C'est le conseil du vieux là. Il faut rêver à Paris-Roubaix, il faut rêver au Tour, il faut rêver à des il faut rêver à n'importe quelle course, mais il faut rêver. Si on rêve plus. Ouais, mais si on rêve pas au mythique, on va pas rêver aux petites. Il a gagné, Marc Madiot. Il ne peut plus rien lui arriver. À la limite, j'allais dire, il pourrait presque terminer à pied. Bravo, Marc Madiot. Merci pour cette victoire. Paris-Roubaix, de toute façon, je crois qu'on l'aura avec nous jusqu'au cimetière. On mettra nos pavés. On l'aura avec nous jusqu'au cimetière.
plutôt des plaques que vous avez mis spécialement pour la course? Oui, pour protéger. Ah oui? Ah oui. Mais c'est fait pourquoi? Pour protéger le carter en cas de choc? Ouais. Normalement, elle ne devrait pas toucher là. Ouais, elle est décrochée. Hein? Bon, on a bientôt fini. Oh le chantier, même nous on va pas finir, ça continue. C'est la bagnole qui est restée là. Oh là 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 là. Eh. Hein? Arrête-toi pour enlever la plaque. Bah je peux pas l'enlever, elle est vissée. À mon avis, il y a une ou deux vis de partie, mais je peux pas l'enlever. Faut que je finisse comme ça, hein, tant bien que mal. On verra ça bouche. Hein.